Après avoir montré dans la vidéo précédente ce qu'était une cité, son système et les différents statuts des personnes, nous allons davantage aborder le fonctionnement du système qui recherche un équilibre entre droits et devoirs pour que soit atteint à la fois l'épanouissement personnel et le bien commun. Problème que nous connaissons encore et que l'étude dans le cadre athénien nous invite à mieux comprendre. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire pause quand vous voulez pour regarder les documents plus en détail avant d'entendre les commentaires et que ça vous permette de réfléchir une première fois. Le tableau avec son encadré rouge que vous avez ici vous fait d'abord remarquer qu'il existe des inégalités entre citoyens. Ils ont été classés en 4 catégories, des plus riches aux moins riches, par le stratège Solon en moins 594, et lors de sa réforme, Clisthène n'a pas modifié ces catégories. Ce classement vise non pas à diviser la cité, mais en fait à rendre possible la contribution de chacun à la cité en la rendant proportionnelle à ses moyens, et de ce fait à éviter les querelles entre riches et pauvres. Ainsi, s'il y a 4 catégories, vous pouvez d'abord remarquer en vert que tout le monde a la pleine citoyenneté. Tout le monde peut aller à l'Ecclésia, à l'Assemblée des citoyens, se présenter à la Boulée, le conseil, à l'Hélier, le tribunal, et aux magistratures. Sauf à l'Archontat, vous avez ici, que les têtes n'auront jamais l'occasion de remplir comme fonction, parce que contrairement aux autres magistratures ou aux fonctions où on peut tourner dans l'année et rentrer chez soi, là il faut rester en continu siéger et ils n'ont pas les moyens de ça. D'ailleurs, pour confirmer cette vision de la citoyenneté accordée vraiment à tout le monde, Périclès introduit la réforme du mistos ici pour soutenir les têtes. Quand ils viennent à l'Assemblée, on leur donne une indemnité s'ils viennent dès le début des travaux, et comme ça, ça compense les journées de travail qui sont perdues. Donc, de la même manière que tout le monde a la citoyenneté, tout le monde doit faire son service militaire, c'est même la condition de la citoyenneté, et tout le monde doit aller à la guerre, chacun a un rôle, et c'est là qu'on arrive à l'idée proportionnelle. Les citoyens font en fonction de leurs moyens. Les plus riches sont cavaliers. Les deux classes moyennes ici sont soldats dans l'armée de terre mais avec un équipement lourd. Ce sont eux qui ont le bouclier, les jambières, l'armure, l'épée. Et les têtes, eux, les plus pauvres, ont un équipement plus léger, sont spécialisés archers ou rames. Ce sont eux qui permettent aux bateaux d'avancer et donc d'avoir une marine. Et leur équipement est payé par les plus riches. Donc de la même manière, on attend que les riches assurent des liturgies, puisqu'ils ont les moyens. Alors ces liturgies, on verra la diapositive suivante, ce sont des sortes de missions de service public qui permettent, avec les moyens financiers des plus riches, d'assurer des événements festifs, des événements sportifs, tout ce qui permet à la cité de fonctionner. Donc normalement, là, on se retrouve avec certes des inégalités, mais des missions proportionnelles, des droits communs, et les missions proportionnelles doivent permettre de supporter les inégalités, puisqu'on voit que les plus riches contribuent à la cité. Alors le problème, c'est que c'est pas si simple. La liturgie, je vous ai indiqué ici qu'elle posait quelques problèmes. Donc au départ, ça devait être juste un peu d'argent par les plus riches pour qu'on puisse remplir les missions quand le budget de la cité, qui vient des impôts sur le commerce par exemple, est insuffisant. Et donc il faisait un complément. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec le temps, 3 phénomènes négatifs arrivent. D'abord, celui-ci, les plus pauvres exercent une sorte de chantage en demandant de plus en plus aux riches de payer, c'est-à-dire on diminue la part de l'État puisque les riches ont les moyens, puis ça permet de diminuer aussi les impôts. Le deuxième phénomène, c'est que les plus riches, voyant cela, essayent de ne pas payer, donc du coup ils vont trouver un moyen qu'on appelle l'antidosis. Ils vont faire un procès à un plus riche qu'eux en disant que c'est plutôt à eux de prendre en charge, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on le sait, puisqu'on a les textes des procès. Et puis comme c'est assez spectaculaire, on a aussi des textes politiques comme Aristote ou bien d'autres qui évoquent ce phénomène en montrant que l'intérêt général finalement n'est pas tellement recherché. Et une dernière chose, c'est que quand les riches assument trop finalement cette liturgie, ça devient non pas
quelque chose qui permet à la cité de fonctionner, mais qui permet aux riches finalement, entre guillemets, d'acheter les pauvres, d'acheter leur vote par exemple, hein, en remplissant des liturgies éclatantes avec des jeux grandiloquents, avec des dépenses somptuaires. Hein. Donc ça nous montre que la vie civique est assez finalement conflictuelle. Donc on va réfléchir sur ces phénomènes, ce manque d'intérêt général, et ça produit ses fruits. Ben, par exemple, vous avez ça dans le cours, hein, on voit la création des nomothètes. Donc c'est une fonction qui permet de juger les lois avant qu'on les édicte, de voir si elles sont bonnes. Et si jamais ils ne sont pas d'accord, les citoyens peuvent faire un recours devant le tribunal. Et donc ça veut dire que en fait, le peuple n'a pas tout à fait perdu le contrôle. Par contre, s'il commence à faire n'importe quoi, on a du temps pour y réfléchir. Hein, si jamais le peuple est manipulé par des démagogues, eh bien, on peut éventuellement inverser les décisions. Alors, cette réflexion se fait notamment au théâtre. Hein, donc le théâtre, vous en avez un exemple ici avec la comédie d'Aristophane, donc les guêpes. Alors, en quoi ça alimente la vie civique? D'abord, ici les personnages ont un nom qui est basé sur le stratège Cléon. Cléon qui est considéré comme un démagogue, c'est-à-dire qui essaye de flatter le peuple avec des mesures qui lui plaisent, hein, puisqu'il vient d'augmenter le mistos, donc qui indemnise le peuple quand il va soit à l'ailier, soit à l'Assemblée. Et donc toute la pièce, hein, vous pouvez faire pause pour la lire, c'est un juge, Chéri Cléon, qui est un paysan grossier, qui profite de sa situation, qui est corrompu, ce qui veut dire que les autres le corrompent, donc voilà, mauvaise gestion, peu de sens de l'intérêt général, donc ça semble généralisé. Hein. Et donc là, vomit Cléon, donc quelqu'un qui rejette Cléon, lui demande de se justifier, donc est opposant, ce qui montre bien qu'il y a des débats dans la cité. Hein. Donc ce théâtre, eh bien, c'est à la fois quelque chose de plaisant, une comédie, hein, donc c'est fait pour faire rire. Hein, donc on va travailler là-dessus sur l'Assemblée des femmes en TP. Mais c'est aussi finalement une sorte d'exercice civique. Ça se fait dans le cadre d'un concours, hein, dans des lieux comme celui-ci. Hein, donc ces théâtres sont des lieux véritablement de vie civique. On ne va pas au théâtre comme on va au cinéma maintenant, on ne va pas au spectacle pour le spectacle. Hein, ce sont des spectacles qui servent à faire progresser la cité. C'est bien pour ça qu'il y a des concours, pour que les pièces soient de la meilleure qualité possible. Dans le même état d'esprit, vous avez le sport. Donc ici, vous avez un stade qui sert à des courses à pied, à des épreuves de lutte ou à des courses de chars. Hein. Donc ce sont des événements dans lesquels aussi on vient montrer la grandeur de la cité. Hein. Les conducteurs de chars sont de véritables héros, parce que ça veut dire que s'ils gagnent, c'est que la cité est bénie des dieux. Hein. Et donc il y a encore un aspect très fédérateur dans le sport. Hein. De la même manière, le Parthénon, dont vous voyez les restes ici, c'est magnifique, il apparaît, regardez comme il apparaît droit, rectiligne, qu'en fait il ne l'est pas, ce sont des calculs pour compenser l'illusion d'optique, donc ça montre vraiment la grandeur les connaissances scientifiques d'Athènes, la magnificence, et ça se voit de très loin, et c'est aussi pour cela, ce n'est pas de l'art pour l'art, hein, c'est de l'art pour glorifier l'esprit civique. La frise du Parthénon qui se trouve, tout autour, ici on en a déjà parlé, donc on étudiera aussi, est faite aussi pour glorifier la vie civique. Alors, cette vie civique, puisqu'on va parler d'égalité homme-femme, les femmes sont-elles présentes là? Ici, vous avez une femme qui est représentée. Les femmes participent à la vie civique, elles ont un rôle religieux, elles sont présentes en partie dans les événements civiques, elles sont dans les processions. C'est pas bien si elles sont dans les banquets, on pense qu'elles ont la nourriture issue du sacrifice des maîtres, mais on pense qu'elles sont obligées de manger à domicile. Est-ce qu'elles vont au théâtre? Les historiens se divisent. Certains pensent que oui, parce que les personnages s'adressent aux spectateurs dans le théâtre athénien, et parfois on a vraiment l'impression que certains personnages s'adressent à un public de femmes, et donc on peut penser qu'elles étaient aussi présentes parfois. Pour conclure,
sur cette vie civique, tout ça doit produire un sens de l'intérêt général. Dans ce discours de Périclès à l'occasion d'un hommage funéraire aux morts du début de la guerre du Péloponnèse, que l'historien grec Thucydide reproduit, vous avez une petite conclusion sur ce que doit faire un citoyen. Donc il admet que tout le monde ne peut pas aller tout le temps à l'ecclésia ou être conseiller ou être juge, mais le minimum c'est de s'intéresser, c'est ce qui est en rouge, et donc il s'intéresse, il connaît, il vote, sinon il est inutile. Et comment dire ici, c'est vraiment la participation qui fait le régime et qui fait, non pas forcément uniquement la démocratie, puisqu'on délègue aussi en partie son pouvoir, mais qui fait la République, qui fait que l'intérêt général est respecté. Et comment dire, c'est bien la leçon du chapitre pour nous. Donc on ne peut pas tous militer ou être homme politique, mais le minimum, c'est de s'intéresser pour être capable de voter et d'être le contre-pouvoir dans la République que représente la démocratie.